Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Radio M, l'entretien de Radio M a le plaisir de recevoir ce matin M. Slimane Azouk, président du mouvement Club 92, ex-président de la banque Crédit Mutuel à Marseille entre 1982 et 2013. M. Slimane Azouk, bonjour. Bonjour. Très content de vous recevoir à Alger. On ne va pas jusqu'à aller dire que si vous êtes en Algérie, c'est que les difficultés sont là et les autorités algériennes sont plus attentives aux projets que vous avez l'habitude de proposer, les projets de production. Exactement. Notre pays aujourd'hui, je pense que dans la trajectoire actuelle, a besoin de faire appel à ses enfants. C'est prévu dans le programme de M. Ahmedou Yahia. On va pouvoir s'intéresser à un cas en particulier qui est un véritable gisement de production de valeur. C'est la filière du traitement des déchets. L'Algérie en produit de plus en plus. Il y a la wilaya de Djeïa à laquelle vous êtes intéressé, en produit 400 000 par an. Et l'Algérie croule sous ces déchets. L'Algérie poubelle à ciel ouvert. Nous sommes Algériens, nous vivons en Algérie, nous pouvons le dire. Vous vous êtes intéressé avec vos amis investisseurs franco-algériens ou européens de l'autre côté de la Méditerranée aux possibilités de développer une filière du traitement des déchets et de leur valorisation. En Algérie, ce projet, vous allez nous l'expliquer, puis surtout, vous allez nous dire pourquoi il coince ces derniers mois. Vous avez préféré prendre la wilaya de Djeïa comme modèle pour faire une étude. De quoi il s'agit exactement, M. Azouk ? Il est très clairement établi que les investisseurs du Club 92 en Europe travaillent déjà dans le déchet au quotidien. L'Union européenne a décidé, à partir de 2017, que tous les 27 États vont devoir passer à recycler tous leurs produits. Tout ce qui est incinération va être prohibé, tout ce qui est CET va être prohibé. CET, c'est l'enfumissement technique. Voilà. Ces deux méthodes vont être bannies. Alors qu'en Algérie, le CET, il y a encore quelques jours, la ministre en parle encore, et elle se félicite de trouver des moyens et des trous pour pouvoir recréer d'autres trous. L'incinération, certains bureaux d'études leur vendent l'idée qu'on peut produire de l'énergie à partir de l'incinération, alors que le Club 92, lui, il a vocation à faire du recyclage à 100% écologique. C'est sa vocation et c'est ce qu'il veut proposer à l'État algérien. Vous, M. Slimane Azouk, vous proposez donc un saut technologique, c'est-à-dire profiter des erreurs qui ont pu être commises ailleurs pour aller directement à la bonne pratique. Exactement, c'est permettre à l'Algérie d'être 20 ans à l'avance par rapport aux pays de l'Union européenne. Plutôt que de courir après le retard en CET et en incinération, passer directement à autre chose. Mais ça, dit comme ça, c'est très attractif. J'imagine que c'est un peu compliqué à déployer. Non, c'est très simple. À partir du moment où vous vous donnez les moyens de faire comme le Club 92, de dépenser 1 million d'euros en études, nous avons amené des experts de renom qui ont analysé la poubelle algérienne et particulière celle de Béjaïa. Bien sûr, avec l'accord des autorités. Nous avons fait un deal avec les autorités. On leur a dit, voilà, nous, on est une ONG. On vient, on vous étudie le dossier à nos propres frais et on vous livre les études. Monsieur Slimane Azouk, on peut être un peu plus précis pour les auditeurs de Radio M. Les autorités, vous avez parlé avec quel gouvernement et vous avez eu quelle feuille de route ? J'ai parlé avec le chef du gouvernement, M. Sellal, qui a trouvé très ingénieux de répondre à l'inquiétude actuelle, au moment où on en parle, de la gestion des déchets qui est anarchique dans notre pays. Et il m'a accepté l'idée de faire une étude. J'ai amené 25 experts qui ont pesé les poubelles de Béjaïa et qui sont arrivés à un bilan suivant. On va dire un mot sur le bilan, bien sûr, mais tout ce processus, cette étude, on va dire ce deal avec le Premier ministre, vous l'avez contracté en quelle année ? En 2015. Très bien, ça fait 3 ans. Bientôt. Ça fait 3 ans bientôt qu'on travaille sur le déchet de l'Algérie. Alors, le Club 92 a pris sur lui de financer cette étude, parce qu'une étude avec des experts européens qui se déplacent en Algérie pour, comme vous le dites, étudier la poubelle de l'Algérie à travers, on va dire, le microcosme d'une wilaya importante, la wilaya de Djeïa, c'est quand même des frais. C'est vous qui avez pris le risque de cet investissement. C'est nous qui avons pris le risque qui nous revient
de financer cette opération. Sans cette raison, niet, il n'y a rien. C'est que de la littérature. Il faut que vous ayez une certaine autonomie pour pouvoir aller dans les endroits et sortir le meilleur de l'étude pour donner des pronostics et des solutions écologiques. Que nous a livré cette étude sur la poubelle en Algérie? De quoi elle est composée? Comment elle est faite? Elle a livré que la poubelle algérienne est une très bonne poubelle. Pourquoi? Parce qu'elle a 70% d'humide et 30% de sec. Parce que la ménagère algérienne continue à cuisiner. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de déchets humides. L'emballage n'a pas pris la proportion en Europe qui est de 70% sec et 30% humide. En ayant 70% d'humide, vous avez la capacité, par des moyens de production modernes aujourd'hui, de devoir en faire du compost. En diminuant ces 70% en les traitant, vous tombez à 20% de matière nette. Ces 20% de matière nette sont autant de produits que vous n'importez pas en fertilisant. Ces 20% actuellement peuvent servir aux maraîchers d'Algérie. Vous avez une poubelle dans un même pays qui peut être valorisée en matière première et qui se substitue à l'importation. Vous avez deux gains. Ça, c'est les 70%. Les 30% de sec sont constitués de carton, de verre, de ferraille et d'autres produits. Tous ces produits-là sont avec des machines modernes et dont la main-d'œuvre pratiquement la matière première, la main-d'œuvre algérienne formée par ces experts de chez nous, c'est eux qui traiteront tout le triage et la mise en ballot. À titre d'exemple, le projet de la wilaya de Béjaïa, qui est un projet pilote, va accueillir 1619 personnes, dont 10 expatriés d'Europe qui vont vivre à Béjaïa pour traiter la première wilaya de 200 000 habitants et l'étendre à 1 million d'habitants. Avec un émaillage de toute la wilaya des 52 communes, avec 5 déchetteries et 3 usines de tri-compostage. Alors, Monsieur Slimane Azoud, ça, ce sont les résultats de l'étude. Donc, il y a une profitabilité avérée à investir dans cette filière pour les raisons que vous venez de citer. Ça se présente bien, 70% de déchets humides et 30% de secs. Des métiers qui sont connectés avec chaque type de déchets. Comment est organisée la filière? Tout le monde sait qu'au début, il faut déjà collecter les déchets et peut-être déjà, dès le départ, les collecter de manière séparée. Comment on peut engager et construire un modèle d'affaires? Parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Il a une utilité publique avérée, mais c'est quand même un modèle d'affaires. Comment on peut l'engager? Alors là, il faut impérativement se doter de professionnels. Nos professionnels du Club 92, c'est eux qui font la ville de Nice, qui font les Champs-Élysées, qui font les grandes capitales du monde, et même en Amérique latine. Vous avez des gens de chez nous, du Club 92. On peut les citer, ces industriels Ah, mais vous pouvez, oui. Vous pouvez les citer. Oui, je peux, sans aucun problème. Jamel Atamia, qui est président du groupe BPA. Vous avez Hassen Louchni, qui est expert au niveau de l'Union européenne. Vous avez Patrick Vella, qui est un expert au tribunal européen. Vous avez un autre qui est un ancien grand directeur de l'ADEME, qui est Gilles Vandernotte. Donc les deux premiers, ce sont des industriels. Hein, les deux premiers, ce sont des industriels qui travaillent dans le monde. Et le marché algérien les intéresse pour lui-même ou parce qu'ils ont une connexion avec l'Algérie? Non, c'est uniquement, honnêtement, ça va paraître bizarre à vos auditeurs, mais ils vont se reconnaître. C'est le patriotisme. Si ce n'est pas le patriotisme, qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne s'embêter dans un système qui est compliqué pour pouvoir investir sur un créneau qui intéresse personne? Tout le monde ferme les yeux. Les seules victimes, c'est la population algérienne. N'intéresse personne, c'est devenu une urgence des politiques publiques que de traiter les déchets. Tout le monde en parle, on n'arrive pas à trouver la solution, mais tout le monde en parle. Oui, en parler, c'est la science des ânes. Hein. C'est pas qu'en parler qu'il faut. C'est justement mettre des professionnels. C'est une affaire de professionnels, le déchet. C'est pas une affaire de littérature. Et l'Algérie, aujourd'hui, elle a un avantage sur les autres États, c'est qu'elle n'a pas de système de collecte
professionnelle, elle n'a pas de déchetterie, elle n'a pas de point de rupture de transport, parce que, un exemple parmi tant d'autres, vous avez des camions des municipalités qui prennent les poubelles et qui les ramènent souvent à 30 km pour trouver une décharge quelque part. Alors que nous, dans notre concept, on a à moins de 5 km un point de contrôle, un point d'un quai de transfert. C'est-à-dire que le petit camion de 8 mètres cubes livre à un camion de 50 mètres cubes à 100 mètres cubes qui, lui, va directement à l'usine de traitement. Si vous voulez, il y a des économies d'échelle, il y a toute une filière, c'est un métier, l'environnement. Alors, qui dit professionnel, qui dit métier, dit entreprise. C'est dans le cadre d'une entreprise qu'on peut développer cette filière. Donc, sur la Wilaya de Béjaïa, vous avez fait des propositions et vous avez fait des propositions innovantes. Vous proposez un partenariat public-privé qui, entre les mairies et ces professionnels-là, pourrait permettre de traiter les déchets de la Wilaya 400 000 par an. Exactement. 400 000 tonnes par an. Exactement. Nous, l'idée très simple, c'est qu'on ne veut pas faire les choses tout seul, mais on ne veut pas les conseiller. Parce qu'il n'y a pas besoin de les conseiller, à la limite, ils pourraient continuer à faire ce qu'ils bricolent actuellement. Nous, c'est de s'associer avec eux, de former les jeunes Algériens au moyen du transfert de savoir-faire et des transferts de fabrication de machines sur place à Béjaïa, dans le cadre d'une société d'économie mixte où les 52 communes sont associées dans la société mixte et ils sont membres du conseil d'administration et ils assistent en toute transparence aux coûts de traitement et aux décisions qui s'y prennent. Les experts ne font que leur faire des propositions et surtout, le management reste une affaire de professionnels. Eux, c'est surtout pour qu'ils soient des courroies de gestion pour arriver à la finalité du traitement, à 98% de traitement et de recyclage du produit, du déchet algérien. Monsieur Slimane Azouk, de ce que j'ai vu, vous avez déjà avancé sur l'architecture de la construction de cette filière moderne de traitement des déchets dans la wilaya de Béjaïa, qui pourrait servir de pilote pour le reste de l'Algérie. On peut être plus précis dans l'architecture de la société qui doit le faire, d'économie mixte, comme vous le dites. Qui en seraient les actionnaires? Quelle est la partie qui reviendrait aux professionnels européens qui auraient le management, parce que c'est eux qui savent comment ça tourne? Comment c'est monté? Le principe, il est simple. C'est que nous, on a 66% qui appartient à la communauté algérienne du monde. Donc 49 à des résidents en Algérie. 17 à des résidents en Algérie et 49 aux sociétés algériennes, sociétés européennes, dont les animateurs et les propriétaires sont algériens. Les 34% se répartissent en 10% pour un fonds d'investissement public algérien qui va accompagner, et je vais vous expliquer pourquoi, qui va accompagner l'éclosion de cette société, son développement, et 24%, c'est les 52 mairies. Vous avez comme ça toute la société publique et privée qui est associée pour un même objectif, produire, nettoyer et traiter le déchet à 100% sans que ça puisse coûter un copec à l'État algérien. Et si on projette cette expérience au niveau des 48 wilayas, vous avez une entrée de 500 millions d'euros par an issus du produit recyclé. Vous avez fait déjà un business plan et vous avez fait une projection 500 millions d'euros par an. Oui. Alors, ça suppose évidemment des coûts en amont, la collecte, le nettoyage, on va en dire un mot, et ça suppose un marché en aval. Vous avez la possibilité de vendre à des transformateurs. Exact. C'est ça le modèle. Exact. Alors, c'est construit sur comment vous équilibrez votre modèle pour générer 500 millions. Il faut que les coûts soient pas trop chers et il faut que les transformateurs soient incités à acheter chez vous. Il ne faut pas que ça soit trop cher. Or, dans la littérature qui a un peu circulé depuis que je me suis intéressé à ce dossier-là, il y a ce chiffre de 11 000 dinars la tonne de ce que vous allez vous proposer à la sortie, la tonne de déchets, qui a semblé être un peu prohibitif, trop cher. Vous en dites quoi? J'en dis qu'en Algérie, le problème, c'est que ceux qui écrivent sont souvent des gens qui n'ont pas le minimum de réflexe de venir vous consulter. Aujourd'hui, le déchet, c'est toute une filière. Quand on parle de 11 000 dinars au Club 92, pour votre info, une simulation, à Paris, le même déchet traité coûte 38 500 dinars. Quand il coûte que 11 000 dinars en Algérie, dans ces 11 000, il n'y a que la partie
de collecte qui coûte 4000 dinars. On parle de tonnes, hein. Ouais, la tonne. Oui. Moins de 4000 dinars la tonne. Et tout le reste, c'est tout ce qui est lavage des routes, nettoyage des routes, mise en place des paniers dans toutes les routes, mise en place des bacs et remplacement des bacs, mise en place des points de déchetterie. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui, monsieur Kadi, vous avez aujourd'hui une dame qui a un frigo, elle va où avec le frigo ? Enfin, un frigo dont elle a envie de se débarrasser. De se débarrasser, en effet. D'accord. Elle va où avec ? Nulle part. Ou n'importe où. Par contre, avec le Club 92, elle va l'amener dans une déchetterie. Et s'il se trouve qu'elle n'est pas apte à le transporter, elle peut appeler Allomérie. Allomérie envoie 2 agents, ils viennent récupérer ce produit et ils l'amènent dans une déchetterie qui est dédiée. Pour financer toute cette opération, comme en Europe, celui qui fabrique le frigo, il va devoir payer à l'organisme de gestion du principe du pollueur-payeur, il va payer 20 €, et ces 20 € vont payer la déchetterie et vont payer surtout le personnel qui va aider cette brave dame qui a ce souci. Monsieur Azouk, moi je veux bien vous croire que ça coûte autant, parce qu'il y a toutes ces dimensions, la collecte, mais pas seulement la collecte avec les bacs qu'il faut renouveler, le suivi, le nettoyage des routes, etc. À la sortie, c'est 11 000 dinars la tonne. Est-ce que vous allez trouver un écosystème en Algérie qui vous achète les déchets à ce prix-là ? Est-ce que ça peut être compétitif ? Après, c'est au niveau du marché. Moi, je veux bien que vos coûts soient de cet ordre-là et que vous le justifiez, ça peut être complètement le cas, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça ne va pas plutôt provoquer un bouchon en aval ? Non, pas du tout. Le déchet a un coût. Vous avez des clients qui sont prêts à vous reprendre vos déchets sans aucun problème. On a tous les transformateurs d'Algérie qui seraient heureux d'acheter moins cher une matière première sur place que de l'acheter à l'importation et payer les frais de transport et les surestaries. Dans ce cas-là, vous prenez par exemple le compost. Le compost, l'engrais vaut à peu près 300 à 400 € la tonne. En achetant le compost sur place, l'éleveur va le payer 30 €. Mais ils vont vous payer d'avance pendant des années. C'est pareil pour le carton. C'est pareil pour l'acier, c'est pareil pour tout, l'aluminium, pour le verre. Vous avez toutes des filières qui existent, qu'on va réanimer, et quand il n'en existe pas, on va les créer grâce au transfert de savoir-faire. Vous prenez le bois, par exemple, très simple. Vous savez que pour faire une planche, tiens, le bureau où vous êtes assis, c'est du bois broyé avec de la résine. Et ça, vous croyez qu'on n'est pas capable d'amener des petites machines et en ayant la matière première, et de le donner à des jeunes de l'enseigne, et qu'ils ont une matière première à vie, et ils auraient un marché garanti de l'Algérie, de l'Afrique, du Maghreb et de l'Afrique. Mais là, je m'arrête uniquement aux matières premières. Mais nous, dans notre procédé, contrairement à ce qui existe en Algérie, ou les propositions que font les grands groupes qui s'en foutent de l'Algérie comme de la guerre de 14, c'est pas leur problème. Leur souci, c'est d'incinérer. Vous faites allusion à quelqu'un en particulier ? Non, je ne veux pas citer si de nom. Vous parlez de grands groupes, j'imagine que vous êtes précis. Non, mais on parle de l'Algérie. En Union européenne, on parle de l'Algérie. D'accord ? Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de permettre à ce qu'il y ait de la production de richesse à l'intérieur à partir du déchet. Alors, quelle est la différence entre votre démarche, qui n'était pas très visible jusqu'à aujourd'hui, je dois le reconnaître, ou alors c'est moi qui... Vous avez raison, nous avons été discrets. Et celle du R20, par exemple, à Oran, R20, une ONG mondiale qui a l'avantage d'avoir un certain M. Schwarzenegger à sa tête, donc ça fait le buzz quand il se déplace, qui essaie de... Quelle est la différence ? À Oran, on essaie de, un peu sur le même modèle d'idée, essayer de traiter les déchets différemment, ne pas faire tout mauvais comme on est en train de faire aujourd'hui, traiter la poubelle. Quelle est la différence entre les deux démarches ? Elle est cruciale, la différence. Vous avez 2 systèmes. Vous avez le système du R20 qui a vocation à venir expliquer, moyennant honoraire, aux municipalités comment il faut traiter les déchets. Ça, c'est un principe respectable, d'accord ? Et vous avez le deuxième, qui est plus compliqué, c'est le nôtre. C'est-à-dire, nous-mêmes traiter les déchets et être attendus sur les résultats du travail. Nous, on a des comptes à rendre. Eux, c'est pas eux qui ont les comptes à rendre, c'est les municipalités qui ont des comptes à rendre. Il y a 2 systèmes de gestion qui existent, que des pays sous-développés utilisent le premier, parce ça paraît moins cher.
Et le deuxième, beaucoup de gens ne s'y mêlent pas, le nôtre. Ça pourrait être complémentaire, M. Azoug. Le R20, qui est d'inspiration tout à fait libérale, peut pousser ou conseiller les communes de construire des modèles PPP pour s'associer à des acteurs privés et être plus efficaces dans cette filière. Vous avez raison. En théorie, c'est vrai ce que vous dites. Au contraire, c'est vrai. Mais en pratique, le problème du déchet, c'est qu'il y a plusieurs filières dans la même filiale. Vous ne pouvez pas découper ou donner à des gens qui ne savent pas traiter le déchet, le recycler et en faire une matière première et la réutiliser. Vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Il faut qu'il y ait des pros à la tête, qu'il y ait des comptes à rendre. Si vous avez de la responsabilité, vous avez du résultat. Si vous le confiez à des gens à qui on leur dit ta mission c'est de faire que ça et tu devrais y arriver, si ça marche bien, c'est grâce à celui qui vous a conseillé. Si ça marche mal, c'est à cause de vous. D'accord ? Ces deux principes, il y a un mur de Berlin qui sépare les deux. Il n'y a même pas du tout de comparaison. C'est autant respectable, hein, mais je dirais que, je vous raconte une anecdote. Quand j'ai vu le ministre de l'Environnement algérien, je lui ai dit, écoutez, nous, on va vous faire comme Suez avec l'eau. On va vous expliquer comment il faut canaliser l'eau. Il m'a dit, ah non. Vous êtes algérien, vous devez vous impliquer à l'intérieur. Il avait tout compris, lui. Sauf que malheureusement, il n'a pas duré longtemps. Oui, enfin, c'était Ben Younes, c'est ça ? Non, pas du tout. Mais ça change tellement vite, on veut savoir lequel c'est. C'était M. Wali, qui est oui. monsieur charmant, volontaire et qui avait tout compris, lui. Alors, ce projet-là, on voit là le niveau de maturité, l'étude a été faite, vous avez déplacé des experts européens à l'ULJ, on en sait mieux sur la structuration de la poubelle dans cette wilaya, sur les solutions. Vous avez imaginé le montage entrepreneurial qui permet de traiter la filière de traitement et des déchets dans cette wilaya. Mais pourquoi ça n'a pas plus avancé que ça ? Parce que c'est quand même depuis 2015 que vous travaillez sur ce projet. Non, depuis 2015, nous avons travaillé sur les études. Et il a fallu pas que faire des études sur le terrain, parce que si on faisait que ça, ce ne serait pas citoyen. Notre citoyenneté nous oblige à intervenir chez le législateur. Il fallait convaincre le législateur qu'il faille changer des lois et qu'il faille les aménager. Un exemple parmi tant d'autres. Vous ne pouvez pas faire du traitement de déchets si vous n'avez pas une police de l'environnement. Vous ne pouvez pas faire du traitement de déchets si vous n'avez pas des juges qui sont formés pour réprimander les gens qui ne respectent pas les gestes de tri. Principe pollueur-payeur aussi dans la loi ? Exactement. Vous ne pouvez pas gérer la poubelle si vous n'avez pas le principe élémentaire du pollueur-payeur. Vous ne pouvez pas avoir un engagement à la COP21 si vous n'avez pas un ministre audacieux qui dit « vous me devez 100 millions d'euros, d'accord, du droit de polluer ». Quand les Marocains à côté encaissent 193 millions d'euros. L'Algérie avait de l'aisance, elle ne les prenait pas les 100 millions d'euros parce qu'au prétexte qu'on ne se rabaisse pas quand on est algérien. Mais bon sang de bonsoir quand il s'agit de sauver la santé des enfants. Mais moi, je me rabaisse pas du tout. Je ne récupère que ce que les pollueurs internationaux font. Cette audace, cette explication nécessaire, il fallait bien qu'il y ait une ONG qui soit capable de sensibiliser le législateur pour lui parler les yeux dans les yeux, pour lui dire « tu as du boulot à faire ». Alors, vous avez sensibilisé les législateurs. Il y a une nouvelle législature qui a démarré récemment. Est-ce que cette nécessité de dépoussiérer, de moderniser, d'upgrader la législation de l'environnement est prise en charge ? Et nous, on a la faculté aujourd'hui, devant vous, de vous dire que grâce à nous, on a ouvert le dossier de l'environnement. Et on suit l'actualité pour savoir qu'aujourd'hui, le législateur algérien a compris que c'était une réalité. C'était l'enfant pauvre, l'environnement. Les gens ne mesuraient pas qu'il y a 4000 malades dans la wilaya de Béjaïa par an à cause des brûlures, des décharges que font les municipalités. Les officiels ne savent pas que cette ville croule dans des déchets dont le tourisme est en train d'être hypothéqué à vie, dont nos enfants, nos femmes enceintes, nos vieux sont malades. Je vous livre une confidence d'un des experts qui a vu une décharge brûlée à flanc de la montagne. Il m'a dit, regarde Slimane, et il le dit au maire. Il lui dit, vous voyez, la dioxine qui part sur la montagne, une fois qu'elle est en haut, le contrevent ramène tout ça sur le pâturage et sur l'oxygène que prennent la population. Vous êtes témoin, vous êtes en train d'asphyxier le peuple algérien.
en étant conscient, on vous remet en cause et on est là pour vous aider. Alors, je repose que ça existe. Alors, il y a un volet urgent, on l'a bien compris, vous l'expliquez très bien dans cette démarche-là. Une nouvelle fois, pourquoi cette société n'a pas encore été montée? Pourquoi le projet n'est pas encore engagé? Alors, je vais vous dire, il y a un notaire qui est nommé. Il y a le Wali qui a donné toutes les assiettes de terrain nécessaires pour faire les 5 déchetteries, les 8 postes de transfert, les 3 usines de tri-compostage. Le terrain existe. Parce que notre système est facile. On n'a pas besoin d'espace de CET, nous. Nous, on n'a besoin que de plateformes de production. Ce qui facilite l'Algérie parce qu'elle a des problèmes de foncier. Notre système écologique... Vous êtes moins gourmand en assiette. On n'en a pratiquement pas besoin en comparaison des autres systèmes qui sont à la fois dévoreurs de surface et archaïques en méthode. Vous avez peur que ce projet ne se développe pas, finalement soit abandonné? Non, il va se faire, monsieur. Il va se faire. Le seul problème, c'est que nous sommes dans un pays qui change de gouvernant sans arrêt. Nous avons travaillé pendant 2 ans avec la chefferie du gouvernement et ils ont été sensibles au travail qu'on a produit et ils ont même poussé les législateurs à aller dans le sens de l'économie verte. Mais le problème, c'est que depuis 3 mois... Non, il y a de la stabilité, voyons. Mais le président n'a pas changé, il y a de la stabilité. Il faut rester optimiste. Il ne faut pas tout remettre au président de la République. Bah non, on lui remet même tellement peu qu'on ne lui remet rien du tout. La question, ce n'était pas celle-là. La question, ce n'était pas celle-là. Il y a en Algérie, dans votre cas, on peut se poser la question, c'est vous qui avez introduit le sujet en parlant des grands groupes, tout à l'heure, qui pensent à l'incinération. Est-ce que votre projet n'est pas concurrentiel d'autres projets industriels portés par des grands groupes? Je pense au groupe Haddad qui a approché Suez à un moment donné pour travailler sur la filière du traitement des déchets. Je pense évidemment aussi au groupe Cévital qui est un peu chez lui à Abjaya et qui a une solution, qui propose d'avoir une solution pour le traitement des déchets. Est-ce que ce n'est pas aussi la concurrence des grands groupes qui ferait qu'un projet comme le vôtre, PPP, puisse être retardé, voire puisse être remis en cause? D'abord, il n'y a pas de concurrence entre 2 systèmes qui n'ont rien à voir. Eux proposent l'incinération, nous on propose le recyclage à 100%. D'abord, première religion, on n'a pas la même religion. Eux, c'est l'incinération, nous, c'est le recyclage. Deuxièmement, quand vous êtes dans un grand pays, dans un pays comme l'Algérie qui tente de se reconstruire en pleine déconfiture économique, alors que, pour moi, un pays qui a 100 milliards de dollars et qui n'a pas de dette pourrait faire appeler au marché et avoir 1000 milliards de dollars et être plus qu'un 28e État de l'Union européenne au niveau performance économique. Parce qu'il y a tout à construire et il y a des garanties que tous les voisins envient et n'ont pas. Et nous, comme on se noie dans un verre d'eau, on est incapable de comprendre que nous devons ouvrir les poumons et respirer et permettre à ce pays d'avoir l'élan qui lui revient. Nous le faisons et nous nous connaissons assez. Ça fait 27 ans que nous nous sommes rencontrés. Et 27 ans après, je suis devenu grand-père. Et mes petits-enfants, qui sont des petits Boumediennes, aimeraient bien avoir une Algérie florissante. Et j'en ai la responsabilité. Je ne dis ni Bouteflika, ni un autre ministre qui peut être plus responsable que moi en tant que citoyen. Oui. C'est cette citoyenneté qui fait que si on peut le faire aujourd'hui, grâce à votre intervention pour sensibiliser les décideurs ou les futurs décideurs de 2019, nous serons toujours là pour aider le pays. Nous, la communauté algérienne du monde, nous aimons le pays, nous sommes fiers de nos valeureux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Monsieur Slimane Azzouk, on est très emballé par votre projet. Une dernière question, les 10% du fonds d'investissement algérien, c'est qui va les endosser dans votre tour d'étape? Il y a deux partenaires financiers de l'État. Vous avez le FNI et vous avez Sofinance. Et si on vous disait que votre projet va peut-être traîner parce que c'est cette partie-là qui a du mal à se capitaliser? On les remplace. On met le capital à leur place. Il n'y a pas de problème. Nous, ce projet, sachez que derrière nous, on a 15 millions d'euros d'investisseurs qui veulent fabriquer des usines en Algérie pour profiter de l'avantage fiscal de ne payer que 5% d'impôts en Europe. On leur a expliqué à l'oreille qu'un marché qui se ferme comme l'Algérie, c'est valable de produire des machines pour toute l'Afrique et pour le petit marché algérien et être une délocalisation déguisée
fiscale parce que l'Algérie, du temps de M. Harshawi, a signé avec Bérégovoy un accord historique et que personne parle, c'est qu'un industriel français qui investit en Algérie ne paye en retour que 5% sur le bénéfice. Vous vous rendez compte, l'aubaine? Nous, on les a amenés. Il n'y a pas besoin de ministre pour aller chercher ces gens-là. Et ces gens-là, aujourd'hui, dans le dossier que je vous ai remis, ils ont signé des engagements. Si vous voulez faire de la sous-traitance, faites-le avec des organismes comme Sofinance et l'ANDI et le fonds d'investissement, le FNI. Eux, leur vocation, c'est d'amener les savoir-faire de l'étranger. C'est ça les bras articulateurs. Le reste, c'est de la littérature. On n'a rien compris. On est en train d'hypothéquer le marché algérien au prétexte qu'on parle que de l'importation. On n'a pas besoin d'importation. On est capable de produire. À l'heure où les gens vont dans la Lune, on est encore incapable de fabriquer une bicyclette. On se dispute tous pour savoir combien de quotas d'importation. Mais on marche sur la tête, il faut qu'on se réveille. Jocelyne Mahazouk, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.